En ce moment est discuté à l'Assemblée nationale le projet de loi dit bioéthique. Ce dont on parle le plus dans les médias à ce sujet, c'est l'ouverture de la PMA aux femmes lesbiennes et célibataires. Ce projet de loi est bien entendu soutenu par la France Insoumise, puisque jusqu'à présent, la PMA n'était ouverte qu'aux couples hétéros et qu'en l'ouvrant aux femmes lesbiennes, on supprime tout simplement une inégalité qui n'a pas lieu d'être. Alors, ce projet de loi néanmoins ne va pas du tout assez loin et maintient en l'état, voire aggrave d'autres inégalités. Nous y reviendrons à la fin de cet édito. Ce projet de loi contient aussi plein d'autres sujets que la PMA, je vous en parlerai brièvement aussi. Mais d'abord parlons de pourquoi la PMA. Commençons par définir ce que c'est que la PMA. C'est l'ensemble des techniques de procréation médicalement assistée, on l'appelle aussi AMP, assistance médicale à la procréation, l'ensemble des techniques médicales permettant de faire un enfant. Donc, ça recouvre notamment toutes les techniques d'insémination artificielle, où on insémine le sperme en milieu médical, généralement au moment de l'ovulation, ou toutes les techniques de fécondation in vitro, où on fait la fécondation en laboratoire, et on implante l'embryon qui est issu de cette fécondation. Ça recouvre aussi toutes les techniques de conservation de gamètes, notamment par congélation. Donc des fois on utilise les gamètes du couple, des fois on fait appel à un donneur ou une donneuse pour les ovocytes ou les spermatozoïdes. Ces techniques sont déjà accessibles aux couples hétérosexuels désirant un enfant en France, et autour de 3% des enfants aujourd'hui naissent de PMA, la majorité par fécondation in vitro. Pour les femmes lesbiennes et célibataires, quand on parle d'accès à la PMA, il s'agit du coup dans la majorité des cas de faire une PMA avec un donneur pour pouvoir faire un enfant sans l'aide d'un homme extérieur au projet parental. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une simple question d'égalité et aussi de réalisme. Déjà, soyons clairs, les femmes lesbiennes et célibataires font des enfants aujourd'hui, et ce, depuis longtemps. Elles n'ont pas attendu l'autorisation de quiconque, soit en allant à l'étranger, puisque la PMA est autorisée dans de nombreux pays d'Europe pour les femmes lesbiennes et célibataires, mais même avant ça, avec l'aide d'amis hommes, les femmes ont déjà eu des enfants et les ont élevés dans le cadre de couples lesbiens. Ça n'a jamais posé problème non plus qu'un enfant soit élevé par des femmes. Des tas d'études le montrent, ce qui compte c'est qu'un enfant soit désiré et aimé, et pas le sexe des personnes qui l'élèvent. La droite traditionnaliste met sans cesse en avant le rôle du père, mais jusqu'à présent, et nous l'avons demandé plusieurs fois lors des débats dans l'hémicycle, personne n'a été capable de dire ce que fait un père et qu'une mère ne peut pas faire. Quel est ce fameux rôle du père? Personne n'est capable de le définir. Et pourquoi tant d'attachement à la filiation biologique? Pendant des siècles, nous n'avions pas les techniques scientifiques pour déterminer qui était l'ascendant biologique d'un enfant. La filiation masculine a toujours été un rapport social et un rapport de pouvoir. C'est le mari qui était le père, quand bien même il aurait pu être stérile, nul n'avait moyen de le savoir, à part les femmes elles-mêmes, éventuellement. Donc je vous invite à écouter d'ailleurs sur ce point l'excellente prise de parole de Jean-Luc Mélenchon sur la filiation, sur ce sujet, à l'Assemblée nationale lors du débat, qui est extrêmement intéressante. Le gouvernement a donc décidé de faire passer la PMA à l'Assemblée nationale. Il était temps, c'était une promesse déjà de François Hollande. Le projet a été sans cesse retardé, alors que des femmes attendaient et qu'au-delà d'un certain âge, on ne peut plus faire d'enfants. Il y a donc des réalités humaines, des histoires familiales parfois très difficiles, faites de souffrance derrière ce retard qui a pris des années. L'extrême majorité des Français est depuis longtemps favorable à la PMA pour les lesbiennes et les femmes célibataires. Le gouvernement a donc repoussé sans cesse, mais ne pouvait plus reculer aujourd'hui sur cette promesse de campagne. Ne pouvant reculer, il a fait une loi à minima. De ce point de vue, la loi qu'on nous présente aujourd'hui est vraiment ridicule. Au-delà de l'accès à la PMA, il y avait énormément d'enjeux sur cette loi et à chaque fois, le gouvernement a tranché en faveur de moins de liberté et moins d'égalité. Il fallait un nouveau mode de filiation pour les femmes lesbiennes. En effet, en France, jusqu'à présent, on devient mère en accouchant et on devient père en étant le mari d'une mère ou parce que l'on reconnaît être le géniteur de l'enfant. Pour les femmes lesbiennes, ça ne marche évidemment pas. Mais plutôt que d'appliquer le régime de filiation qui s'appliquait aux couples hétérosexuels faisant une PMA, on inscrit la mention d'une reconnaissance anticipée sur l'état civil de l'enfant. Symboliquement, c'est comme s'il fallait absolument rappeler la présence de l'homme qui a donné son sperme alors qu'il n'a rien à voir avec le projet parental. Ce n'est pas nécessaire. Deuxièmement, on ne résout en rien la situation des femmes ayant fait une PMA à l'étranger ou ayant conçu un enfant par voie naturelle dans le cadre d'un projet parental avec une autre femme. La compagne des femmes qui accouchent se voit toujours contrainte d'adopter son propre enfant, et on aurait pu mettre face à ça en place de nouveaux modes de filiation, comme cela a été proposé par les députés France Insoumise, mais le gouvernement a refusé. Troisièmement, le gouvernement dit qu'on ouvre la PMA à toutes les femmes.
et en réalité, de nombreuses personnes restent exclues. Ce sont les personnes transgenres notamment. Les hommes trans, d'une part, qui ont encore une fois parfois un utérus fonctionnel et qui pourraient donc faire une PMA et accoucher, n'ont pas accès à la PMA car le projet de loi ne concerne que les femmes. Les femmes trans, d'autre part, qui ont parfois congelé leurs spermatozoïdes avant qu'une éventuelle transition ne les rende stériles, n'ont pas le droit d'utiliser celui-ci pour une PMA si elles sont en couple avec une femme. Les couples de femmes lesbiennes, dont l'une qui auparavant était parfois un homme et qui a donc fait conserver son sperme, sont donc obligées par la loi de faire appel à un donneur extérieur, alors même qu'elles pourraient s'en passer et que le nombre de donneurs en France est limité. Donc vous voyez, on marche un peu sur la tête. Concrètement, par ailleurs, cela constitue une discrimination très grave et très violente. On interdit tout simplement aux personnes transgenres de se reproduire en utilisant leurs propres gamètes. C'est une forme de stérilisation forcée par la loi de toute une catégorie de la population. De la même manière, le gouvernement interdit la ROPA, qui est une technique médicale où dans le couple lesbien, si on ne peut pas utiliser les ovocytes de la femme qui accouche et qui porte l'enfant, pour une raison ou pour une autre, on utilise alors les ovocytes de sa compagne. Donc les ovocytes de l'une et l'utérus de l'autre. Mais non, le gouvernement veut absolument qu'on utilise une donneuse extérieure, quand bien même les ovocytes sont disponibles à l'intérieur du couple. Il y a donc des tas d'autres avancées qu'aurait pu aussi permettre ce texte, avec bien souvent derrière des drames humains qui se jouent. Et les médias se concentrent sur quoi ? Sur la manif pour tous, cette ultra-minorité qui lutte contre le seul droit que va nous accorder cette loi, et plutôt que de parler de ces avancées nouvelles que nous pourrions avoir et auxquelles le gouvernement s'oppose. C'est assez révélateur d'où il se positionne dans le débat. Parmi ces avancées nouvelles, je voudrais vous en parler d'une dernière qui sont celles des enfants intersexes. Ce sont des enfants qui naissent avec des caractéristiques biologiques qui ne permettent pas aux médecins de les classer dans la catégorie homme ou femme. Ils ne sont pas malades, c'est un phénomène rare, mais naturel, et ils ne sont le plus souvent pas en danger d'un point de vue médical. Pourtant, la pratique médicale habituelle en France, dénoncée depuis des années par les instances internationales, est de faire sur eux de lourdes opérations, bien souvent mutilatoires, pour les assigner sans leur consentement au genre qu'ont décidé les médecins à la naissance. Il faudrait plutôt les laisser se développer et choisir eux-mêmes, à l'âge adulte, ce qu'ils souhaitent faire et comment ils souhaitent se définir. Si vous voulez plus d'informations sur ce sujet, je vous invite à aller voir sur Internet le travail du collectif Intersexe qui fait un travail exemplaire sur ce sujet. Donc la loi pourrait permettre ça, d'interdire les mutilations sur les enfants intersexes sans leur consentement. Mais elle ne le fera pas, le gouvernement refuse. Vous voyez, c'est donc le cadre général dans cette loi. Même lorsque le gouvernement fait une loi pour de nouveaux droits, il le fait toujours pour moins d'égalité et moins de liberté. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cet édito et à très bientôt sur Canal Phi.